toutes et à tous. On me dit que l'on peut commencer, donc je suggère que l'on commence. Je serais contente de vous voir, j'allais dire aussi nombreux et nombreuses, mais bon, on va prendre ce qui passe. Avant qu'on commence, j'ai quelques petits messages à vous faire et ensuite je vous présenterai notre invité. Tout d'abord, les personnes qui veulent bénéficier en fait de Sciences Humaines Plus, assurez-vous d'être bien inscrit ou inscrite à l'activité. Pour ce faire, elle est éligible au programme Sciences Humaines Plus. Tant qu'à être dans la réclame, je vous dis que pour les 2 prochaines semaines, le livre Madame de Rima El-Khoury est en vente à la coop avec un rabais de 25 %. Donc, profitez-en pour faire vos cadeaux de Noël. Ça va être fait et ça va être un très beau cadeau de Noël. Et peut-être attendez à la fin de l'événement avant d'aller l'acheter parce qu'on va quand même tirer 6 exemplaires. Donc, peut-être que vous n'aurez pas à profiter du rabais de 25 % mais bien de 100 % Quand même, hein, on fait des bonnes affaires ici. Dernière chose à vous dire avant que l'on commence pour vrai. On va avoir un échange, bien sûr, avec Mme El-Khoury. Par la suite, il y aura une période de questions. Vous pourrez, bien sûr, poser vos questions. Pour ce faire, on va vous demander de vous approcher du micro et de parler dedans le micro pour poser votre question. Ça va? Super. Alors, voici le temps où j'introduis notre invitée, Mme El-Khoury. Rima El-Khoury, on devait se voir l'an passé, en fait, il y a 1 an et demi. Je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Je sais pas trop, il paraît qu'il y a eu des petits problèmes dans le monde. En tout cas, je suis très contente de vous avoir maintenant aujourd'hui avec nous. Rima El-Khoury, très rapidement, je vais vous présenter très, très rapidement. Vous êtes, malgré ce que votre nom pourrait nous faire croire, née au Québec, donc québécoise. Vous travaillez à la presse depuis 1998 et en tant que chroniqueuse depuis septembre 2001. On en reparlera probablement. Vous avez déjà fait publier, en fait, un recueil de chroniques, de vos chroniques dans la presse. Vous avez un premier roman, on espère qu'il y en aura d'autres, Madame, qui a été publié donc l'an passé, n'est-ce pas? Et si je ne m'abuse, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, dont j'ai oublié le titre. Il y a eu en fait, c'est un témoignage d'une réfugiée iranienne, une défenseur des droits des femmes iranienne. Donc, ça s'appelle « La liberté n'est pas un crime ». En fait, c'est son histoire. Et moi, j'étais la co-écrivain. J'ai raconté son histoire. Donc, ça s'appelle « La liberté n'est pas un crime ». C'est chez Plomb depuis... Ça s'est sorti l'année dernière, oui. Il y a peut-être un futur, mon petit entretien ici qui nous attend avec Mme El-Khoury. Mais bienvenue au Cégep Édouard-Montpetit. Comme je vous disais, on est très content de vous avoir. L'an passé, j'étais tout énervée de pouvoir vous recevoir dans le cadre de la sortie de votre roman, Madame, votre premier. Ça n'a pas lieu à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Donc, c'est plus une nouvelle parution. Dites-moi, est-ce que, justement, la pandémie a bouleversé le parcours de votre livre? Est-ce que la couverture qu'a eu ce livre-là et toutes vos représentations autour du livre ont été affectées par ce parcours pandémique? Ben, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il est sorti en octobre 2019. Donc, il y a eu le temps d'avoir une vie avant la pandémie. Et même, donc, l'année, donc la dernière année, le confinement, ça a été une bonne chose pour les libraires et pour les auteurs parce qu'il s'est, en fait, il s'est même, il a été encore plus populaire dans sa 2e année de vie que dans sa première, grâce à la pandémie, si on peut dire. J'aime pas lui donner du crédit pour quoi que ce soit, mais donc il y a quand même, il y avait eu la chance d'être, de naître au bon moment pour pas trop souffrir la pandémie. Et depuis, donc cet automne, en fait, il connaît 2 nouvelles vies, donc en espagnol, traduit en espagnol par une petite maison d'édition de Valence, Tiempo de Papel. Donc il vient de sortir, il est sorti en Espagne il y a environ 1 mois et il est aussi traduit en anglais et ça va sortir dans quelques semaines là, chez Mawenzi, donc pour le Canada anglais et les États-Unis. Donc, non, je suis fière de mon bébé.
Avec raison, une carrière internationale. On va revenir au livre dans quelques instants, mais avant, je voudrais faire un petit détour justement par un autre, disons, accident de l'histoire qui a infléchi votre carrière de façon assez importante. C'est-à-dire que vous avez commencé à faire de la chronique à la presse le lendemain des attentats du 11 septembre. Comment ça a, disons, parti votre carrière de chroniqueuse, cet événement-là? Oui, c'était bien particulier. En fait, c'est ça, j'ai été nommée chroniqueuse le 10 septembre 2001. Et donc, j'ai l'impression, en fait, je l'ai déjà écrit, je pense que le 10 septembre, j'étais chroniqueuse et le 11 septembre, je suis devenue une chroniqueuse arabe par défaut. Parce que, ben, c'est des journalistes bon, de minorité dans les médias, il y en a encore très peu. Donc, nos salles de rédaction au Québec sont pas vraiment à l'image de la société. Et donc, des journalistes d'origine arabe. Donc, moi, c'est un mélange d'origine. Du côté de ma mère, c'est des origines syriennes, arméniennes. Du côté de mon père, il est né au Sénégal d'origine libanaise. Et El Khoury, c'est un nom arabe libanais, en fait, qui veut dire le curé en arabe. Donc, comme il y a des l'évêques au Québec, ben, le curé, c'est ça, c'est un nom très, très commun, en fait, dans le monde arabe chrétien. Et donc, c'est ça, ça a été vraiment, pour moi, ça a été tout un baptême de me retrouver du jour au lendemain dans ce rôle-là de chroniqueuse d'opinion au lendemain des attentats du 11 septembre. Donc, moi, j'ai pas changé dans la nuit du 10 au 11 septembre, mais le regard qu'on posait sur moi, qu'il y avait une parole publique, a changé en ce sens où, par défaut, comme il y a très peu de journalistes d'origine arabe, toute prise de parole individuelle est nécessairement vue comme une prise de parole collective, comme si je représentais tout un groupe, ce qui n'est pas le cas. Si vous, en fait, pas que j'ai la première chronique s'appelait Pas envie d'être arabe et c'est pas du tout que j'ai honte de mes origines ou que je les assume pas, mais plutôt que j'aime pas qu'on enferme les gens dans une étiquette, dans une seule étiquette en fait. Donc mon identité, elle est plurielle comme l'identité de tout le monde dans le fond. Donc je suis née au Québec avec tout ce bagage-là mais tout d'un coup, après le 11 septembre, c'est comme si on assignait certaines personnes en fait, donc il y avait des origines arabes, tout d'un coup ils n'étaient que des Arabes ou que des musulmans, et avec toute la charge qui venait avec, donc d'expliquer que non, c'est pas, non, on n'est pas des terroristes, non, on n'est pas des extrémistes, non, cet extrémisme-là ne nous représente pas. Donc, ça a été une entrée en matière assez brutale, mais après ça, j'ai vu quand même j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir, évidemment, écrire dans un journal, avoir une chronique d'opinion, c'est un grand privilège. Et donc, ça vient avec des responsabilités, mais ça donne aussi l'occasion de dialoguer avec les gens, de changer des perceptions, de justement déconstruire certaines idées préconçues. Donc, ce rôle-là, c'est un rôle que j'aime beaucoup, que je trouve très important. Et donc, j'ai essayé j'ai plongé là-dedans, j'ai beaucoup appris et j'étais contente des échanges. Au-delà ce qui était particulier, c'est que pour la première fois de ma vie, en ayant donc cette parole publique, j'ai reçu des trucs comme « retourne dans ton pays ». Donc, je dis « bon, où est-ce que vous voulez que je retourne? Moi, je suis née à Cartierville, voulez-vous que je retourne dans mon je connais le métro, je retourne dans le nord de Montréal ». Mais donc ça, il y a ce côté-là, ce racisme-là décomplexé qui, avec le temps, était très dur. Mais en même temps, il y avait aussi donc une curiosité, un désir de dialogue, un désir de débattre, de mieux comprendre qui venait avec, et qui le journalisme d'opinion permet cet espace-là aussi. C'est intéressant. J'ai pas averti la salle, je suis sociologue, fait que des fois, je pose des questions de sociologue. J'ai été très intéressée justement par la façon dont vous traitez l'identité. Dans vos chroniques, effectivement, vous avez été amené à porter cette identité-là, ou plutôt à vous coltailler avec l'identité que l'on vous colle, donc dans le regard des autres. Et je sens que dans votre roman, justement, l'identité est davantage traitée de façon intérieure par le personnage. Et là, j'ai pas parlé du roman. Peut-être que vous avez même pas de quoi ça parle. Peut-être que vous l'avez pas encore lu, ce que je vous encourage à faire. Mais peut-être, tiens, je vais pas je vous laisserai peut-être en quelques phrases placer un petit peu c'est quoi l'intrigue de ce roman.
Nam, c'est un roman qui est inspiré de l'histoire familiale, d'une partie de mon histoire familiale. Donc, moi, je suis petite fille survivante du génocide arménien, donc en 1915, dans l'Empire ottoman. 1,5 million d'Arméniens ont été exterminés. Mes ancêtres, donc dans la région où ils étaient dans la région de Mardin, dans le sud de la Turquie aujourd'hui, faisaient partie des 10% de survivants de cette région. Ils étaient dans la région où il y a eu les pires massacres. Mais dans l'Anatolie, c'est à peu près 2 tiers de tous les Arméniens qui ont été exterminés. Et donc c'est ça. Donc, ma famille a été chassée donc, de sa ville natale en 1915, envoyée dans les caravanes de la mort dans les déserts de Mésopotamie. Ils ont refait leur vie à Alep pour plus tard s'établir au Québec. Donc ça, c'était cette histoire-là, c'est une histoire qui est la mienne, mais que je connaissais peu. Et donc, j'ai eu envie de l'explorer dans un roman. Donc, c'est pas un récit autobiographique, c'est pas une autofiction, mais c'est pas non plus un roman sur le génocide, mais plutôt un roman sur la mémoire, sur la transmission, sur ce qui reste de tout ça pour des petits-enfants de survivants, sur l'identité, sur la façon dont on peut transformer un héritage aussi lourd, aussi noir d'une certaine façon, en source. Qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce que ça signifie donc pour les descendants. Alors, donc l'histoire de Manam, en fait, c'est l'histoire d'une enseignante qui est petite fille de survivante du génocide, qui, à la mort de sa grand-mère, qui était sa teta, ça veut dire grand-mère en arabe, qui était porteuse de la mémoire familiale, se met est comme hantée par les secrets que portait sa grand-mère. Donc, sa grand-mère survivante du génocide, elle parlait de tout, mais quand il était question du génocide, c'était silence complet. Et donc, Léa, elle est hantée par ces silences-là et décide, sur un coup de tête à la mort de sa grand-mère, de retourner dans sa ville natale, en Turquie, et d'essayer de reconstituer son histoire, de reconstituer sa mémoire, d'aller au bout de ces secrets-là, et de voir un peu qu'est-ce qu'elle peut en tirer. Donc, le roman raconte ce voyage, cette quête, qui est à la fois une quête d'identité, une quête de mémoire. C'est aussi une quête d'espoir dans un monde désespérant. Et c'est aussi, pour moi, c'était aussi une façon de peut-être de rendre hommage aux survivants du génocide, à leur courage, et aussi de raconter cette histoire-là d'un point de vue féminin, parce que l'histoire du génocide arménien, c'est une histoire oubliée, mais l'histoire des femmes dans le génocide, c'est une histoire doublement oubliée. On raconte toujours l'histoire du point de vue des hommes. Donc, il nous manque un petit bout quand on fait ça. En effet. Avant d'écrire ce livre-là, est-ce que vous aviez une bonne connaissance justement du génocide arménien, ou comme la majorité des Québécois et Québécoises, vous n'en saviez pas plus qu'il fallait sur la question? Bien, j'étais comme la majorité des Québécois et Québécoises, c'est-à-dire que c'était pas un sujet qu'on abordait à table chez nous. Donc, je m'y suis intéressée vraiment tardivement. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser peu avant le centenaire du génocide des Arméniens. Donc, c'était en 2015. C'était le centenaire. Et là, j'avais en fait proposé à la presse justement de faire un peu le voyage que fait Léa dans le roman, donc de retourner, d'aller en Turquie, d'aller en Arménie, et d'essayer d'interroger les gens. Et aussi, ce que j'ai pu faire en 2014, donc il restait encore quelques survivants du génocide arménien encore vivants à Montréal, donc qui étaient très, très, très âgés, donc 104, 105, 106 ans, ça c'est ça. Je les ai tous rencontrés, il en restait 6, je crois. Et donc, j'ai pu recueillir leurs témoignages, puis j'étais vraiment bouleversée de voir à quel point
à cet âge avancé, en fait, leur mémoire était encore très vive. Leur témoignage était vraiment saisissant. Donc non, j'en connaissais très peu et c'était aussi, donc, pour moi, en écrivant ce roman, ça m'a permis d'en apprendre aussi beaucoup sur ce génocide oublié et toujours nié par la Mhm. Turquie aussi. Effectivement. Oui. Effectivement. Et pourquoi avoir fait un roman plutôt qu'un essai avec cette quête identitaire-là? Qu'est-ce qui vous a amené à privilégier cette voie-là? J'ai fait un roman parce que je trouvais il y avait plus de vérité dans le roman, plus une meilleure. Je trouve que la fiction, en fait, a cette capacité de toucher les cœurs plus que l'essai. Où il y a des livres d'histoire, il y en a d'excellents là, sur le génocide arménien, mais je lisais ce matin sur comment Coucoum de Michel Jean avait réussi à faire ce qu'aucun documentaire ou aucun livre d'histoire réussit à faire. C'est vraiment le roman a vraiment la capacité de toucher les cœurs d'une façon je pense qu'un récit ou un essai, on n'arrive pas à faire la même chose. Donc, il y avait ça, mais il y avait aussi, en fait, le simple fait que d'un point de vue que moi, l'histoire de ma famille, il y avait plus de témoins vivants de cette histoire-là. Donc, en fait, j'étais allée au bout de ce que je pouvais savoir. Par contre, j'avais à ma disposition plein d'autres témoignages, donc les centenaires que j'ai rencontrés, des gens que j'ai interrogés, donc, il y avait moyen, tout en s'inspirant de récits qui sont vrais, d'arriver à quelque chose de plus étoffé, de plus complet que par un simple récit autobiographique qui aurait été plein de trous. En tant que sociologue et qui s'est supposé donc privilégier les essais sur les romans, j'aurais tendance à vous dire que moi aussi, je trouve que les romans sont souvent plus efficaces pour nous faire comprendre des choses de notre société que des essais, mais je ne dois pas dire ça ici. Donc, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, bien sûr. C'est enregistré. Zut. Ma question suivante, en fait, dans votre livre, l'héroïne principale, qui est un peu votre alter ego, disons, qui fait la quête que vous avez faite parallèlement, est professeure. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'était important qu'elle soit professeure et pourquoi? Oui, c'était important pour moi qu'elle soit professeure parce que c'est ça, c'est un roman qui porte sur la transmission. Puis donc je disais c'est un hommage aux survivants, mais c'est aussi un hommage aux enseignants, aux enseignantes parce que le rôle du professeur est tellement important dans une société justement pour transmettre l'histoire, transmettre les connaissances et on voit l'histoire du génocide arménien, d'autres tragédies dans l'histoire. On nous montre que finalement, l'être humain apprend peu. Hein? On reproduit toujours les mêmes erreurs, mais s'il y a une chose en laquelle je crois, c'est la capacité des enseignants, des enseignantes de transformer le monde en transmettant la culture, les connaissances, l'histoire, la pensée critique, à quel point c'est important, à quel point le rôle est important. Donc, je trouvais qu'un personnage d'enseignante, c'était le meilleur, c'était la meilleure façon de porter, donc, d'approfondir ce thème-là de la transmission qui est très, très important dans le roman. Et puis c'est aussi, c'est ça, je pensais à mon grand-père, à quel point pour lui, qui avait dû abandonner l'école, en fait, parce qu'il a été chassé donc, de sa ville natale tout jeune. Il avait 17 ans, n'a pas pu aller donc, poursuivre ses études. Et donc, c'était un autodidacte là, qui a appris le français dans le dictionnaire avec un dictionnaire français-arabe. Mais pour lui, c'était tellement important que ses enfants étudient le plus longtemps possible, qu'ils aillent à l'université. Il y avait tout son espoir, en fait, résidait beaucoup dans l'éducation, dans l'enseignement. Alors, voilà.
On va le prendre, le compliment pour les professeurs. Ce que je trouve aussi intéressant dans votre livre, c'est justement toute cette discussion sur l'identité, une espèce de quête d'identité, mais intérieure. Tout à l'heure, quand vous parliez du rapport que votre chronique avait suscité chez les gens, c'est une identité donc imposée de l'extérieur. Vous êtes ça, c'est ça, comme ça que c'est défini. Dans le roman, on sent que l'identité, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus intérieur. Et c'est très beau parce que c'est souvent construit aussi par rapport au silence de la grand-mère, j'allais dire votre grand-mère, de la grand-mère de Léa dans le roman. L'identité. Pour moi, c'est un des thèmes les plus intéressants, les plus importants de ce livre-là, justement parce que on est dans une époque où les identités c'est très difficile de porter des identités. Vous en portez plusieurs. Qui peuvent être vues comme contradictoires, parallèles ou ainsi de suite. J'aimerais ça, en fait, vous amener sur l'idée que Amin Maalouf développe dans ses identités meurtrières, justement, à quel point c'est difficile dans le contexte actuel de revendiquer une seule identité ou plusieurs identités. Comment on gère, disons, une complexité identitaire qui ne se définit pas facilement en quelques mots dans le contexte actuel? Oui, c'est très complexe, c'est ça. Amin Maalouf, c'est vraiment pour moi, c'est un auteur phare sur cette question-là. Donc, si vous n'avez pas lu Les identités meurtrières, je vous le conseille chaudement. Je l'ai lu plusieurs fois, puis même si il date quand même de plus de 20 ans maintenant, je le trouve encore tout aussi pertinent qu'à sa sortie. Donc, ça, Amin Maalouf dit dans Les identités meurtrières que on peut pas avoir une identité le jour, une identité la nuit, que on lui demande toujours toi est-ce que tu es plus français dans le fin fond de toi, est-ce que tu es plus libanais, qu'est-ce que tu es vraiment, comme si l'identité c'était une chose, une essence, quelque chose qui se donc au fin fond de nous, on a une identité. Or ce qui explique c'est que l'identité, c'est un tout. Donc, tout ce que vous avez dans votre bagage identitaire, vous n'avez pas à compartimenter ça, à dire ça, c'est 50%, c'est ça, 50%, c'est ça. Vous n'avez pas à choisir. Tout ça, ça fait partie de vous. Et cette idée essentialiste là, de ramener l'identité à une seule chose, cette idée-là, elle est meurtrière, comme l'a dit le titre de son roman, Les identités meurtrières. Et donc, pour faire un parallèle avec l'histoire du génocide arménien et de tous les génocides, finalement, c'est l'aboutissement le plus horrifiant de cette logique d'identité meurtrière, c'est de ramener les gens à leur seule identité. Donc, les Arméniens en Turquie, oui, ils étaient arméniens, mais ils étaient pas ils partageaient la même culture, la même culture, le même pays que leurs voisins kurdes et turcs. Et là, on a dit ce sont des Arméniens, ce sont des traîtres, on les a exclus du nous turc qu'on essayait de constituer. Et l'aboutissement de cette logique meurtrière, c'est que les 2 tiers d'entre eux ont été assassinés. Donc ça va très loin là dans cette. Je dis pas que chaque fois qu'on ramène les gens à une seule identité, on va en arriver là, mais ça commence comme ça. Ça commence avec avec cette essentialisation de l'identité, cette division, eux, nous. On se rend pas compte à quel point juste ça, qu'il y a un nous qu'on croit solide là je cherche le mot que je ne trouve pas, homogène, c'est ça, qu'il y a d'un côté un nous homogène et d'autre côté donc des eux qui sont étrangers et à la nation, à quel point cette idée-là poussée à bout peut mener à d'horribles tragédies. Est-ce que vous avez eu peur, justement, que le livre et tout ce qu'on dit autour du livre vous enferme maintenant dans une identité arménienne? Enfin, on a compris qui elle est. Elle est arménienne. Je pense, c'est pas arrivé. Je sais que les gens de la communauté arménienne étaient très heureux que ce roman existe parce qu'il y en a
Il y en a peu, des romans, en tout cas au Québec, des romans sur le génocide arménien, il y en a très peu, mais je le vois pas comme... en fait, je trouverais ça triste qu'on me réduise à une seule identité après tout ce que j'ai dit sur la question, mais c'est pas arrivé. Je crois pas que ça va arriver. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que des gens ont dit ah ben tout de suite on dit bon, ça fait partie maintenant du patrimoine québécois, de la littérature québécoise. Ça, je trouve ça intéressant qu'on en arrive là, c'est-à-dire on est capable de se dire bon, cette histoire-là, oui, c'est une histoire qui parle de génocide arménien, mais ça parle aussi, c'est une histoire de Québécois. Ça fait partie du patrimoine québécois maintenant. Donc j'ai plutôt vu, je vois plutôt ça d'un bon œil. Il y a là quelque chose que je trouve émouvant, en fait, parce que mon grand-père, il était, c'est ça, comme je racontais, il n'a pas pu aller à l'école, il a appris le français comme ça. Il était, donc, pour la petite histoire que j'ai intégrée dans le roman, c'est que, pour pouvoir survivre, lui, son père et son frère ont été donc assassinés dans le génocide en 1915. Et donc, il a dû lui-même, il devenait à 17 ans celui qui devait faire vivre la famille, sa mère, sa sœur. Et donc, il est devenu assistant et ensuite chef de gare de l'Orient Express dans le nord de la Syrie, donc le fameux train dans les romans d'Agatha Christie. Et là, il croisait des voyageurs de partout. Donc, il a croisé des Français, il a croisé des Québécois, des prêtres dominicains. Puis de fil en aiguille, quelque chose qui est très mystérieux, que j'ai pas réussi à aller au bout de ce mystère-là, mais il s'est abonné à la presse de Montréal en 1921. Donc, il était encore en Syrie, il avait 23 ans, et là, on a retrouvé après sa mort une lettre, en fait, une demande d'abonnement qu'il avait gardée, qui était pliée en 6, donc qui datait de mars 1921. C'était le directeur de la presse de l'époque, là, Eugène Berthiaume, qui lui disait, bon, le prix de l'abonnement, c'est tant pour 6 mois, 4 $. Et donc, on m'a toujours demandé, mais comment ça se fait, pourquoi au bout du monde, en Syrie, un gars de 23 ans, là, on est... Aujourd'hui, ça semble facile parce qu'on a juste à taper... où qu'on soit, on tape n'importe quel nom de journal partout dans le monde. C'est facile de s'abonner, mais en 1921, c'était pas le cas. Et comme pourquoi il s'est abonné, et on pense que... déjà, il rêvait du Québec. Il rêvait peut-être par les conversations qu'il y a eues avec des voyageurs, il rêvait d'un pays en paix et il connaissait des gens qui avaient, dès la Première Guerre, immigré à Montréal. Et c'était un peu son rêve. Donc, probablement qu'il s'est abonné à la presse pour nourrir un peu ce rêve-là. Et j'ai demandé à un sociologue des médias combien d'abonnés de la presse outre-mer y avait-il en 1921. Et il n'y avait pas la réponse pour 1921, il n'y avait pas les archives, mais il y avait la réponse pour 1932 et il y avait seulement 19 abonnés outre-mer, hors Canada et États-Unis. La plupart étaient des diplomates ou des ambassadeurs, donc des jeunes hommes rêveurs au bout du monde abonnés à la presse, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, mon grand-père faisait partie de ces rares personnes. Donc, c'est vraiment un drôle que moi, je travaille dans ce journal-là auquel il était abonné il y a 100 ans. Je trouve ça vraiment émouvant. En effet, on mettrait ça dans un roman, on y croirait pas. Ben oui. N'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez quand vous êtes arrivé à la presse que votre grand-père était abonné il y a 100 ans? Oui, je l'ai su. Je l'ai su donc, je le savais, mais comment dire, moi, c'est ça, le journal, c'était un accident de parcours pour moi. Donc, quand quand j'ai vu cette lettre-là, je pensais pas du tout devenir journaliste. Pour moi, c'était quelque chose auquel je pensais pas qu'il était inaccessible. Peut-être aussi, donc, en bonne fille d'immigrant, chez nous, il y avait comme 2 choix de carrière possibles. C'était médecin ou médecin.
Ah! Et, et donc, mon frère est devenu médecin et moi, j'ai toujours été plutôt aimé la littérature, les sciences humaines. Donc finalement, c'est un peu par hasard que je suis devenue journaliste parce que en fait, j'allais devenir professeur de cégep. C'est un excellent choix. Oui. Et puis, j'étais en train de terminer ma maîtrise, puis une amie m'a dit: «Ah, la presse offre des stages d'été. Puis là, je dis: «Ah oui, bon, ça pourrait peut-être être une bonne job d'été». Et donc, j'ai tenté ma chance et à ma grande surprise, ils m'ont pris, même si je n'avais pas d'expérience. Et là, j'ai travaillé un été à la presse, puis là, j'ai dit: «Ah mon Dieu, quel métier formidable, c'est bien le fun». Pourquoi je n'ai pas pensé à faire ça avant? Et voilà, donc finalement, j'ai bifurqué de l'enseignement vers le journalisme. Ah, on vous pardonne. Et pourquoi, quand on vous a offert la chronique en 2001, c'était quoi le mandat qu'on vous a donné pour cette chronique-là, qui a bifurqué après, bien sûr, un peu, là, mais la base de ça, c'était quoi? Le directeur de l'information à l'époque voulait, il voulait qu'on ait des. J'étais vraiment jeune, j'avais 27 ans. Il voulait donc rajeunir qu'il y ait donc des chroniqueurs d'opinion plus jeunes. Et en fait, j'avais un mandat montréalais. Donc, au départ, c'était ce qu'on appelait à l'époque City Columnist. Donc, c'était la chronique urbaine d'une certaine façon, mais très vite ça s'est transformé parce que bon c'est ça, comme je suis entrée en poste le 10 septembre 2001, oui ça parlait de Montréal, mais ça parlait de forcément on était comme plongé dans d'autres enjeux internationaux, donc le mandat de strict de City columniste s'est très très vite élargi. Effectivement. Est-ce que, justement, cet élargissement du mandat, avec les années, il y a beaucoup dans vos chroniques, on parle pas seulement d'identité, là, quand même, là, mais il y a beaucoup d'éléments que vous amenez qui sont liés, justement, au fait d'être une femme. À quel point les enjeux féministes sont importants dans votre journalisme? Je pense qu'avec le temps, ils sont devenus de plus en plus importants. Ils le sont devenus aussi de plus en plus importants dans nos débats de société, d'une certaine façon. Donc, je me souviens, quand j'ai commencé comme journaliste, c'était quand on parlait de féminisme ou c'était comme quelque chose, on disait, ah, ça c'est pour ma mère. C'était quelque chose qui n'était pas pour des jeunes dans la vingtaine, c'était comme, le féminisme, c'est comme, on est rendu ailleurs, on n'a plus besoin de ça. Oui. Mais donc, il y a eu il s'est passé quelques petites choses depuis et qui nous ont montré à quel point, non, les luttes pour l'égalité, oui, il y a eu beaucoup de progrès au Québec, mais il y a encore quelques petites choses à régler. Et donc, on l'a vu avec MeToo, moi aussi, tout ce qui a précédé aussi, il y a eu, ça a été précédé de plusieurs vagues. Donc, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Et chez moi aussi, il y a eu avec le temps, j'avais peut-être pas conscience de ça quand j'ai commencé dans le métier, mais à quel point tout est toujours raconté d'un point de vue masculin, c'est le point de vue dominant. Et avec le temps, j'en ai pris de plus en plus conscience. Donc, il y a vraiment, je fais un effort conscient maintenant pour essayer de donner davantage la parole à des expertes, parce qu'on le voit de façon tout à fait inconsciente. On interviewe plus souvent des experts que des expertes dans nos journaux. Pas parce qu'il en manque, mais juste parce que peut-être elles se mettent moins de l'avant ou des fois, il y a ce réflexe de dire « Ah, ben non, mais je n'ai pas un doctorat sur le sujet, je ne peux pas répondre à vos questions. » Mais donc, il faut... c'est ça, il y a comme un équilibre à retrouver. Les médias jouent un rôle important pour essayer de rétablir cet équilibre-là. Eh bien, je voudrais quand même dire que le mandat est réussi. Souvent, vos chroniques, quand on parle d'un sujet dans l'actualité, souvent tout le monde parle du même sujet et souvent les vôtres viennent du champ gauche avec un angle qu'on n'avait pas vu. Et c'est aussi ce qu'on retrouve là-dedans, je trouve, cette quête identitaire sur un événement dont on parle très peu, effectivement, et qu'on ignore beaucoup.
C'est pas un sujet dont on parle énormément, c'est pas un sujet dont on a conscience énormément. On dirait qu'il y a pas d'enjeux qui sont liés à ce sujet-là. Il y a une disparition complète de ce sujet-là c'est pas d'actualité, là, mais dans la mémoire collective. On dirait qu'il y a aucune trace de ça. On est très, très loin culturellement de ce génocide-là, pourtant, qui était assez important, là. Est-ce que vous pensez que votre livre aurait contribué probablement à justement toucher ça et faire prendre conscience aux gens de cette réalité-là du génocide arménien? Euh, par les commentaires que j'ai eus de lecteurs, je peux dire oui. Donc, mission accomplie dans ce sens-là. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire je connaissais absolument rien sur cette histoire-là. Donc, merci d'avoir écrit ce livre-là. Donc oui, il y a eu les romans aussi, ce rôle c'est pas nécessairement, on lit pas nécessairement un roman pour ça, comme un livre d'histoire pour apprendre des choses, mais on apprend forcément des choses. Et puis j'étais touchée par la réaction des gens qui ont été eux-mêmes touchés. Puis je trouve que justement pour un génocide qui est encore nié 100 ans plus tard, la nécessité de raconter ces histoires-là est encore plus importante parce que c'est tout ce qui reste finalement. Ce qui reste, c'est les histoires, parce que l'histoire la Turquie dit ça n'a pas existé. Quand on retourne sur les lieux, il y a aucune mémoire. Tout ça est effacé. Donc ça c'est comme c'est la dernière étape du génocide, c'est le déni, c'est le négationnisme, et c'est extrêmement violent pour les survivants, les petits enfants, les petits enfants de survivants aujourd'hui. Que ce déni-là existe. Donc, raconter les histoires, c'est ce qu'on peut faire. C'est comme la mémoire devient une forme de résistance d'une certaine façon. Oui, la mémoire pour la construction identitaire. Je vais faire un lien avec l'actualité récente. Avec l'actualité dans laquelle on est actuellement, il y a une espèce de courant actuellement, puis le gouvernement est en train d'essayer de façonner un nous québécois. On va revenir à un nous. Et en le définissant, il fait des pas nous aussi. Il me semble assister à une espèce de durcissement identitaire ou à une espèce de volonté de tracer un cercle assez précis autour du nous québécois. Est-ce que vous sentez que ça... Comment vous vous situez par rapport à ça? Comment vous sentez cette espèce de tendance-là au nous des Québécois? Oui. Excusez. Oui, je remarque cette tendance chez le gouvernement qui s'inscrit dans une certaine tendance nationaliste conservatrice, où ce qu'on désigne généralement comme Québécois inclut pas nécessairement quelqu'un comme moi. Mm-hmm. Donc, quand on dit nous, les Québécois, des gens migrants ou de parents immigrants ou réfugiés ne se sentent pas nécessairement inclus dans ce nous-là. Donc, ça, je trouve ça... j'entendais quand François Legault parlait de ses lectures dans la fameuse vidéo des libraires qui avait fait controverse parce qu'elle avait été censurée, puis ensuite remise. Il parlait de Mathieu Bock-Côté, en fait, de la vision de Mathieu Bock-Côté, qui dit, qui replace un peu le débat. Le débat qui traditionnellement était un débat entre gauche-droite ou nationaliste et fédéraliste. Et finalement, lui dit, il y a d'un côté les gens qui défendent l'égalité, la diversité, et il y a de l'autre côté les gens qui défendent les valeurs québécoises. Comme si tout ça s'opposait. Voilà. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup qu'il y ait cette division, cette opposition. Pour moi, c'est une fausse opposition. C'est-à-dire qu'on peut à la fois défendre les valeurs québécoises et défendre l'égalité je pensais que c'était une valeur québécoise. Là. Je ne vois pas pourquoi on devrait opposer l'un et l'autre et voir tous les néo-québécois ou tous ceux qui viennent d'ailleurs comme une menace, nécessairement comme une menace à cette identité québécoise. Donc, ouais, le discours dominant, en fait, j'ai un certain malaise
par rapport au discours dominant à ce sujet en ce moment. Est-ce qu'on pourrait lui envoyer un exemplaire des identités meurtrières, par exemple, comme sujet de lecture? Peut-être, oui, ce serait une bonne idée. Je vais laisser de la place aussi pour poser des questions. Là, je me rends compte que je prends le plancher, mais juste avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a un roman 2 qui s'en vient? Est-ce que vous avez envie d'écrire autre chose? Et si oui, peut-être quel thème vous intéresserait? Dites oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé c'est ça, j'ai beaucoup aimé l'expérience du roman, même si je l'ai trouvé extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que le journalisme. Donc, j'imaginais pas à quel point j'allais trouver ça difficile, parce que même si mon métier comme journaliste, c'est d'écrire tous les jours, donc j'ai pas l'angoisse de la page blanche, elle peut pas exister parce qu'on a des échéances presque quotidiennes. Le roman, c'est autre chose. Ça demande un espace mental qui est de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui. Donc, il faut trouver cet espace-là. Et pour moi, c'est difficile de le trouver tout en travaillant comme journaliste, parce que c'est comme deux cerveaux complètement différents, le cerveau de la journaliste et le cerveau de l'auteur. Donc, le roman, je suis venue à bout en prenant congé plusieurs étés de suite pour y arriver. Donc, j'aimerais bien en écrire un autre. C'est un objectif. Mais je suis pas... En fait, je planche sur toutes sortes d'idées. J'ai plein de notes ici à droite, à gauche, mais c'est pas assez avancé pour pouvoir vous donner des indices. Et puis, je suis un peu superstitieuse, donc j'ai peur que si j'en parle, ça marche pas ou peu importe. Donc, voilà, je peux juste vous dire qu'il y en a. J'espère qu'il y en aura un autre, oui. OK, bien, on l'espère aussi. Je pense que je suis en train d'écouler tout mon temps à poser des questions. Est-ce que dans la salle, il y aurait des personnes qui oseraient poser des questions? Je vous inviterais à aller au micro, monsieur, pour ce faire. Je vais jeter un œil sur votre ordinateur. Promis, il s'en verra pas. Merci beaucoup. Lorsque vous avez écrit votre livre, est-ce que vous avez eu des inspirations du livre Incendie de Waji Wawad? J'ai mal. Wawad, merci. J'ai mal écrit. Mal dit. C'est un livre et un film aussi que j'ai beaucoup aimé, mais s'il y a des influences, j'étais pas conscient, là. J'ai pas... je sais pas. Ça se peut qu'il y en ait, parce que je pense que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on aime, ça reste quelque part en nous, là. Mais... C'était pas conscient. C'était pas conscient. Parfait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui poseraient des questions? Alors, je vais commencer par vous dire merci de vos prises de parole courageuses dans vos chroniques, parce que j'imagine que ça vous vaut toute une volée d'insultes, etc., parce que je le vis à plus petite échelle. Donc, quand on est militant, militante, nécessairement, ça transparaît. Puis, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que, d'une part, j'avoue mon ignorance sur la communauté turque de Montréal, là, mais est-ce qu'il y a une communauté turque de Montréal et est-ce qu'elle a réagi, en fait, à la publication du livre? D'abord, merci pour les compliments, les bons mots. Est-ce que, oui, il y a une communauté turque à Montréal, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction. J'ai eu beaucoup de réactions de la communauté arménienne qui était très heureuse que ce livre-là existe et qui souhaiterait qu'il soit lu aussi dans les écoles. Mais non, je ne sais pas pour la Turquie. Je sais qu'en Turquie, même dans les œuvres de fiction qui parlent de génocide, c'est extrêmement tabou. En fait, c'est plus que tabou. Il y a des auteurs qui ont été traduits en justice juste pour en avoir parlé, même dans des œuvres de fiction. Donc, c'est quelque chose qui, pour des régimes autoritaristes,
C'est ça? C'est correct? Ouais. C'est toujours la fiction, en fait, il y a quelque chose de menaçant là-dedans parce que justement, c'est le lieu de toutes les complexités. Donc, l'histoire simpliste là, avec les bons, les méchants, les Turcs, les Arméniens, les gagnants, les perdants. C'est une belle histoire simpliste qu'on aime promouvoir, mais dans la fiction, c'est pas ça. Quand on lit, on se rend compte que c'est pas ça. Et donc, cette complexité-là fait peur. Donc, je sais que pour les auteurs turcs ou arméniens ou kurdes qui abordent ces questions-là, en Turquie, c'est extrêmement problématique. Il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont eu des procès, mais heureusement, ici, j'ai rien vu de tel. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Moi, il m'en reste plein, sinon, c'est pas un problème. Alors, à mon tour maintenant, d'abord un commentaire. Et je prends la balle au bon, Marie, sur un commentaire que tu as fait au début, que dans une fiction, dans un roman, on en apprend parfois beaucoup, parfois plus que dans un essai. On coupera ça au montage, Cynthia. Et je lance à mes collègues aussi, professeurs, l'idée peut-être suivante, qu'on mette un peu plus au programme, même dans nos cours de sciences humaines et de sciences sociales, un peu plus de littérature, donc des romans. Je pense entre autres à Valérie qui enseigne assez régulièrement le cours d'histoire du 20e siècle, je l'appelle comme ça, mais pourquoi ne pas mettre Manam au menu d'un cours d'histoire, par exemple? Et je pense que ça ferait grand bien. Mais justement, puisqu'au cœur de Manam, il y a le génocide arménien, et on vient tout juste de parler de la Turquie. Bon, la Turquie nie toujours, bien sûr, le génocide arménien, mais est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire de la Turquie, ça m'échappe aussi, une petite éclaircie de ce côté-là, une tentative à tout le moins de faire un premier pas, ou si c'est peine perdue, on le sait qu'à l'heure actuelle, avec le président, le chef d'État Erdogan, c'est probablement complètement impossible, mais est-ce qu'il y a déjà eu un petit avancé de ce côté-là? Il y a eu, au moment du centenaire du génocide, il y a eu des excuses officielles aux petits-enfants de survivants. Mais ces excuses-là étaient de la façon dont je me souviens, j'avais interviewé des politologues et tout ça qui me disaient, c'est un peu comme comme l'assassin qui vient aux funérailles de la personne qui l'a tué. Donc, ça n'a pas été bien accueilli parce que c'était pas des excuses, c'était pas des excuses sincères. Et aussi, on restait dans cette idée que il y avait des torts des deux côtés et donc on reconnaissait pas vraiment qu'il y a eu génocide. Donc, le mot génocide n'était pas, on parlait de massacre ou de gens qui ont été tués, mais il y avait cette idée que des deux côtés, il y a eu des morts et donc il n'y avait pas de réelle reconnaissance. Il y a dans la société civile, il y a eu des progrès importants en ce sens où, après l'assassinat de Hrant Dink, qui était un journaliste turco-arménien à Istanbul, qui a été assassiné devant son journal par un extrémiste. Il y a eu tout un mouvement dans la société civile turque où les gens sont descendus dans la rue en disant « nous sommes tous arméniens ». Et ça, c'était du jamais vu. Et le fameux le mot génocide qui était tellement tabou a commencé à être prononcé un peu plus souvent en public. Par contre, il y a toujours de la répression, une répression importante de l'État. Donc, il y a eu peu de progrès au niveau politique. Il y a eu plus de progrès au point de vue social. Et il y a aussi eu des reconnaissances internationales qui sont venues très dernièrement avec Joe Biden qui a dit oui, il y a eu génocide arménien. Ce qui reste un symbole fort. Et quand on parle justement de mémoire, d'identité, de culture, on est souvent dans le symbole et le symbole est important. Donc, les excuses, la reconnaissance officielle, ça devient
méga important. Plusieurs personnes pourraient dire, mais tout le monde est déjà mort, c'est pas grave. Puis les survivants, les enfants, les survivants, les survivantes sont déjà ailleurs là-dedans. Mais effectivement, là, on sent dans votre livre justement cette importance-là, l'espèce de transmission intergénérationnelle d'un traumatisme qui n'a pas été amené à son terme, justement. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est très difficile de faire son deuil de quelque chose qui n'a pas été reconnu. Donc c'est ça, les histoires, la mémoire, les livres, les témoignages, tout ça, c'est comme une forme de sépulture pour des gens qui n'en ont pas eu finalement. Mhm. Effectivement. Et à ce titre-là, je vais renchérir sur ce que Jacques a dit. Effectivement, là, je pense que les romans sont une arme puissante, très puissante, ne serait-ce parce qu'ils ont ils ont ce pouvoir-là sur l'essai de toucher les cœurs. Et ce que j'ai ressenti, en fait, en lisant Madame, c'est justement que vous ne jugiez pas l'histoire, mais que vous ne faisiez que pas dire vous promener dans l'histoire, mais peut-être vous coltailler un petit peu au résultat de cette histoire, mais sans juger justement de ce qui s'était passé, des événements historiques, en plaçant des bons et des mauvais non plus, là. Donc, ce regard-là permet de se promener dans des considérations historiques, identitaires qui dépassent les individus, mais qui touchent les individus. Je ne sais pas si je me Oui, trompe. ben oui. Puis aussi, c'est important pour moi de parler aussi bon, c'est ça, c'est pas les bons, les méchants, et c'est plus complexe que ça. Et puis, dans l'histoire du génocide arménien, comme dans l'histoire de d'autres génocides, il y a toujours eu des gens des objecteurs de conscience, il y a eu des Turcs qui ont tout fait, qui ont risqué leur vie pour sauver des Arméniens. Donc, ça a existé. Donc, ça montre aussi que même si c'est ce genre d'horreur, ça nous dépasse, puis on se dit, mon Dieu, on n'y peut rien. Et quand la machine est en marche, mais comme citoyen, c'est ça, on a toujours cette possibilité-là de se lever, de dire non, de s'objecter. Donc, c'est important aussi de pas oublier qu'on a aussi notre rôle. On parle de violence extrême quand on parle de génocide, mais à plus petite échelle, je veux dire, à chaque fois que quelqu'un est victime de discrimination juste parce qu'il est différent, on a cette responsabilité-là, ce devoir de se lever puis de s'objecter aussi. Donc, ça se traduit pas seulement, c'est ça, c'est pas parce qu'on est dans un pays officiellement en paix que toute cette réflexion-là est pas pertinente dans nos vies. Effectivement. Effectivement. J'allais nous lancer sur Hannah Arendt. Je suis pas sûre que je vais je vais me lancer là-dedans sur la banalité du mal, mais effectivement, il semble facile de juger après coup en se disant moi j'aurais pas fait ça ou moi j'aurais aidé, j'aurais jamais réussi à faire ça. Mais quand on est dans un système justement, on le voit pas toujours venir non plus à quel point ça mène à des fins extrêmes comme ça. Mais je pense que culturellement aussi, c'est très difficile d'être les porteurs d'une identité qui porte le porteur qui porte. Hey, bravo. Je m'exprime super bien aujourd'hui. Je vais recommencer. Je fais un lien avec l'actualité puis les problèmes identitaires qu'on vit actuellement au Québec. C'est comme si c'était difficile de porter une identité qui a fait ça à d'autres peuples. Là, je pense entre autres aux Autochtones. On a de la difficulté à prononcer le mot génocide culturel ou même génocide. Et je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de différence entre les deux, de toute façon. Là. C'est très difficile de se dire j'appartiens à un peuple qui a fait ça. Donc, un individu ne peut pas évidemment représenter son peuple, mais quelque part, culturellement, oui. Donc, on se trouve dans une drôle de situation, j'ai l'impression, face à ces genres d'événements-là. Et ça, je ne sais pas si ça peut expliquer pourquoi on a de la difficulté à parler des génocides et à accepter que ça puisse avoir lieu.
Oui, ben c'est drôle parce que cette réflexion-là sur les Autochtones, puis c'est ça, le génocide qu'on a du mal à nommer ici, en fait, plusieurs personnes, après avoir lu le livre, se sont fait la même réflexion en y voyant des échos justement de notre propre déni, de notre propre malaise devant ces questions-là. Donc, ben, c'est ça, je pense que c'est pas l'idée, c'est pas de se sentir coupable de ce que nos ancêtres ont fait, mais de plutôt juste de juste réaliser à quel point symboliquement, justement, c'est important pour les descendants des peuples autochtones, par exemple, qui est juste cette reconnaissance-là qu'on connaisse, qu'on connaisse mieux l'histoire, et surtout qu'on voit, ben c'est ça, c'est parce que oui, ça a eu lieu il y a longtemps, mais on en voit encore les conséquences aujourd'hui dans la vie des Premières Nations. Donc tout ça, comment dire, on a ce devoir de mieux se renseigner, de mieux comprendre, de poser des questions quand on ne comprend pas, et pas de se sentir attaqué dès qu'on... parce que c'est ça, on simplifie les choses en disant « Ah, vous êtes en train de dire que les Québécois sont racistes. » Mais c'est les personnes qui disent ça, les Québécois sont racistes. C'est pas ça, c'est ça. Le débat est ailleurs, oui. Le débat est ailleurs, effectivement. Là, je suis encore en train de monopoliser les micros pour les questions. Est-ce que je voudrais pas que personne se sente lésé? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? OK, d'abord. Je vais y aller. Je vais continuer. Quand vous dites que le débat est ailleurs, justement, comment on fait pour être capable de parler de questions identitaires sans toujours ramener ça à l'espèce de dénominateur trop petit pour enfermer n'importe quelle réalité humaine, là? On dit qu'on n'est pas capable de débattre sans que ce soit oui, non, noir, blanc, et ainsi de suite. Comment on fait pour discuter de complexité d'enjeux comme ça? Ben, c'est extrêmement difficile, je trouve, de plus en plus. Là, on l'a vu, c'est ça, ces derniers temps. Il y a des sujets où j'ai l'impression qu'on est comme un peu dans un cul-de-sac. Donc, on parle... bon, moi, c'est ça, j'écris beaucoup sur ces enjeux-là. Donc, il y a eu l'affaire, la tragédie de Joyce Echaquan, par exemple, à quel point c'est douloureux quand on écoute justement les témoignages durant l'enquête du coroner, quand je pense que ça a eu quelque chose de bon dans ce sens où ça a été un électrochoc. Là. Ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur ces injustices racistes systémiques qui existent, mais dont ça lui donnait un visage. Puis en même temps, dès qu'on dit racisme systémique, déjà, on perd la moitié des gens qui se braquent et qui y voient une accusation ou un procès de la société québécoise. Donc, c'est difficile de naviguer dans tout ça. Moi, mon seul remède, disons, c'est la nuance, d'essayer de pousser la réflexion sans lancer des accusations à l'emporte-pièce à droite à gauche, mais essayer de garder toujours le dialogue possible, mais c'est vraiment un défi, un grand défi on le dit, là, que nos sociétés sont de plus en plus polarisées, fragmentées, puis ça, je le sens beaucoup dans le débat public autour des questions épineuses comme celle du racisme, de l'égalité homme-femme, de l'identité. C'est de plus en plus difficile. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Au contraire, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver d'autres façons de maintenir le dialogue. Okay, donc, c'est une œuvre de patience. Est-ce que vous remarquez, j'imagine que la réponse va être oui, là, je vais faire du pouce un peu peut-être sur ce que Valérie a amené comme sujet. Est-ce que vous remarquez que les réactions
à ce que vous écrivez, à ce que vous dites, sont de plus en plus enflammés et arrivent rapidement après une prise de parole? Est-ce qu'il y a un changement depuis 10 ans? Oui, il y a eu disons une banalisation avec le temps de propos de plus en plus xénophobes, racistes. Oui, ça, je le sens de plus en plus. Donc, je racontais que ça, j'ai commencé au lendemain du 11 septembre 2001, donc il y a 20 ans. Et avec le temps, j'ai vu dans les réactions que je reçois après des chroniques là, sur certains sujets qui divisent beaucoup les gens, c'est-à-dire les gens ne se cachent pas. Là, des fois, les gens disent « Ah, c'est l'anonymat des réseaux sociaux », mais je veux dire, les gens signent et ils assument. Et donc, il y a quand même malheureusement un racisme de plus en plus décomplexé. Puis il y a aussi une vitesse, ça va de plus en plus vite dans les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Donc les gens réagissent rapidement. Puis des fois, il y a une escalade dans les insultes et tout. Donc il y a quelque chose de décourageant là-dedans, mais en même temps, ça reste une petite minorité là, des réactions reçues, heureusement. C'est une minorité inquiétante et parfois violente, mais il y a quand même, dans la majorité des réactions que je reçois, même quand les gens ne sont pas d'accord, ça reste tout à fait civilisé, là, donc il y a l'espoir. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, surtout, particulièrement pour les femmes qui font du journalisme d'opinion, tout comme pour les politiciennes. On a vu que ça a pris des proportions incroyables, puis au point où certaines décident de ne pas se lancer en politique ou de ne pas faire un métier public comme celui de chroniqueuse, par exemple. Donc c'est quelque chose d'inquiétant, puis il y a encore des choses à faire pour essayer de réglementer cet espace public pour pas que des paroles justement s'auto-censurent parce que ça devient trop violent, trop difficile. En effet. Est-ce que vos patrons, par exemple, parlent ouvertement de ces choses-là, ont des pistes pour essayer de protéger justement les femmes chroniqueuses, les femmes journalistes de ces assauts-là qui sont plus fréquents envers vous et plus violents aussi, là? Bien, on a souvent des discussions à ce sujet-là. Donc, avec le temps, on a comme raffiné une façon de procéder. Par exemple, quand on reçoit des menaces ou on a notre contentieux, nos avocats qui répondent aux gens en leur disant « Mais est-ce que vous venez d'envoyer, c'est une menace? Nous allons on va faire des démarches auprès de la police, on envoie des avertissements. » Donc, oui, on essaie de trouver des façons. Là, il y a peu de temps, j'ai aussi décidé de ma boîte de courriel, j'étais comme plus capable quand ça devenait tellement tellement violent parfois que finalement j'ai comme mes courriels, j'ai comme une boîte de courriel séparée que je consulte quand je veux bien la consulter pour aller voir les réactions, donc de ne pas recevoir ça samedi matin sur ton téléphone, plein d'insultes. Donc, des façons comme ça, juste d'avoir une certaine distance avec tout ça, parce qu'à la longue, de recevoir ça, même si je disais que c'est minoritaire, mais ça reste quand même, je veux dire, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des trucs comme ça. Ça devient lourd, puis ça finit par... ça peut finir par miner le moral ou décourager. Donc il faut trouver des façons de se protéger pour continuer à faire ce qu'on a à faire sans être... c'est ça, sans avoir toujours ça en tête. Je trouve ça inquiétant. Vous dites, j'en reçois pas tant que ça, mais vous dites quand même, il n'y a pas une semaine sans que je reçoive quelque chose de violent. Ouais. J'ose pas imaginer ce que c'est pour les personnes qui en reçoivent tant que ça, là. Mon Dieu, on est bien les profs, on n'a pas tant que ça de commentaires négatifs, n'est-ce pas? Si vous voulez changer de carrière, venez nous voir. Je trouve ça incroyable qu'on en soit rendu là à dire que c'est pas beaucoup un message violent par semaine. Ça me terrifie, en fait. Oui, ben c'est ça. Donc, je pense que j'ai fini par m'habituer, mais je sais que c'est une mauvaise habitude à prendre, là, mais c'est ça. Donc, puis
c'est ça, tous mes collègues qui font de l'opinion en reçoivent aussi. C'est juste que moi, il y a la couche sexiste qui se rajoute et la couche raciste aussi. Là. Donc, quand je compare avec mes collègues, même quand on écrit sur le même sujet, moi, il y a toujours, ça prend un autre virage, mais donc oui, c'est inquiétant. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien là puis que c'est normal. Là. J'aimerais bien qu'on arrive à mais c'est ça, ça devrait pas. Je veux dire, c'est un peu l'équivalent de. À un moment donné, le Guardian avait fait un gros dossier, justement, constatant le même problème, c'est-à-dire que leurs chroniqueuses femmes de minorité étaient celles qui recevaient le plus de messages haineux, avait fait tout un dossier là-dessus, puis disait ben, c'est un peu l'équivalent que tous les matins, quand tu rentres au travail, tu es d'abord accueilli par quelques claques, quelques coups de poing, mais c'est un peu ça. Là. Oui, c'est virtuel, mais c'est quand même, je veux dire, la violence, elle reste réelle. Donc, je n'ai pas encore trouvé la solution magique pour c'est ça, pour y échapper, parce qu'en même temps, c'est important que les commentaires que je reçois, c'est aussi une source d'information incroyable, une source de réflexion aussi pour moi. Donc, souvent, des sujets que je vais aborder, ça va être une suggestion de quelqu'un qui m'écrit. Donc, je ne veux pas non plus, parce qu'à un moment donné, chroniqueur du Journal de Montréal, où j'avais parlé justement des réactions violentes que je recevais, puis il avait dit, ben, elle a juste à couper les commentaires sous sa chronique, puis que les gens ne puissent plus l'écrire. Mais là, je me coupe comme de 50% de mes sujets de chroniques super intéressants, des histoires que les gens confient qui vont mener à des articles ou à des chroniques. Donc, c'est pas une solution juste de dire bon, mais soyons. C'est ça, ne recevons plus de commentaires comme ça, on va juste fermer les yeux sur le problème, on va faire comme si ça n'existait plus. OK. Mais en tout cas, j'espère que ça ne vous découragera pas de continuer à écrire comme ça. C'est un travail trop important. Est-ce que vous sentez justement une responsabilité envers la communauté de parler de ces sujets, de ce genre de sujets-là dont on parle moins ou dont on parle peu ou dont on parle mal? Qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet? Comment vous choisissez ces sujets-là, justement? Je me sens pas de responsabilité en ce sens où je sens pas que je suis la voix d'une communauté ou d'une autre. Par contre, de plus qui m'abordent avec un sujet puis qui me disent ah ben je suis juste à l'aise de te le confier à toi parce que je sais que tu as telle et telle sensibilité, je sais que tu vas comprendre. Et ça, je l'entends de plus en plus, puis ça me ramène à ce problème de sous-représentation des minorités dans les médias. La même façon que je pense pas que toutes les histoires, les enquêtes journalistiques qui ont eu lieu dans la foulée du mouvement, moi aussi, je pense pas qu'on aurait pu les faire si on n'avait que des journalistes hommes. Donc, c'est parce qu'on a des journalistes femmes ont creusé ces dossiers-là, ont rencontré des victimes, ont raconté leurs histoires qu'on a pu... qu'il y a eu toutes ces enquêtes qui ont été publiées puis qui ont donné lieu à certains... en tout cas, au moins un débat de société important sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est la même chose aussi pour des enjeux qui touchent plus particulièrement les minorités. Il y a des journalistes blancs qui sont tout aussi sensibles à ces questions-là que moi, je peux l'être, mais il y a cette question de confiance parfois qui fait en sorte que naturellement, des gens vont se tourner vers moi, vont se dire qu'on va être plus en confiance. Donc ça, c'est aussi, au départ, quand j'ai commencé, je voulais surtout pas être étiquetée comme la journaliste ethnique. Là, et donc, c'est important pour moi de me tenir à distance tous les sujets qui touchent à l'immigration et tout ça parce que je voulais pas avoir l'air, justement, de représenter une communauté ou une autre, quoi que ce soit, mais
finalement, je le vois plutôt comme, je me suis dit, ben, c'est vrai que forcément, en étant issu d'une famille immigrante, nos sensibilités sont différentes, nos perspectives sont différentes, notre carnet d'adresses est différent. Donc, ça amène d'autres perspectives, c'est important aussi. Donc, je l'assume davantage aujourd'hui que peut-être au début où je voulais juste me fondre dans la masse. Alors, je voudrais vous remercier d'être venu assister à la conférence et je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir participé. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. On va recommencer si vous publiez un autre roman, promis. Merci tout le monde. Bonne journée.